Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de Radio Prague International en français. Au sommaire, en ce samedi, de la culture essentiellement avec du théâtre et de la littérature, notamment une pièce d'un collectif franco-tchèque nous emmènera à la découverte d'une étonnante salle à Žižkov dans l'un des quartiers anciennement parmi les plus populaires de Prague, tandis que pour ce qui est de la littérature, un écrivain tchèque passionné, lui, par la toundra et ses habitants, nous emmènera au plus profond de la Sibérie. Radio Prague International en français, c'est parti, excellente écoute. Les 8, 9 et 13 mars, le théâtre Venuše ve Šverlovce, dans le quartier de Žižkov à Prague, propose une pièce intitulée L'indiscipline du collectif franco-tchèque Sripeni, créé l'an dernier pour le festival d'Avignon Off. Pour en parler, Anna Kubišta a accueilli deux de ses acteurs principaux. Daniela Hirsch et Raphaël Ruiz, bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous faites partie du collectif franco-tchèque Sripeni. Exactement. On avait eu l'occasion de se parler l'an dernier pour évoquer une pièce de théâtre qui s'appelle L'indiscipline et qui a été créée et pour le festival Avignon Off et présenté donc dans le cadre de ce festival quand même très prestigieux. On s'était parlé avant le festival. Comment ça s'est passé ? Je pense que ça s'est très bien passé. Moi, j'ai adoré et la preuve, c'est qu'on revient cette année pour une deuxième édition pour ce festival, dans le même théâtre, avec les mêmes acteurs, la même troupe. Donc oui, ça s'est très bien passé, j'ai absolument adoré. Oui, avec la même pièce ? Oui, avec la même pièce. On revient avec l'indiscipline pour cette année, pour refaire Avignon. Oui, c'était un temps sublime, très intense. Il faisait très chaud. Extrêmement chaud. On était ensemble dans une maison à 10-12 personnes. Oui. Ah, peut-être faudrait pas dire ça à haute voix parce qu'elle était quand même juste à la base pour 5 personnes. Mais non, c'était incroyable. L'ambiance de ce festival est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté avant. Donc, je pense qu'on a vraiment profité à fond et on revient pour une deuxième année avec plus d'expérience pour corriger les erreurs aussi parfois et pour essayer d'amener quelque chose de nouveau aussi cette année. Oui. Et oui, on a eu vraiment beaucoup de succès au théâtre La Luna et on aimerait vraiment remercier toute l'équipe du théâtre qui était vraiment chaleureux avec nous. Je disais que la pièce a été spécialement créée pour le festival. Est-ce qu'on pourrait redire peut-être quelques mots sur cette pièce ? Comment est-ce qu'elle est née ? Puis de quoi ça parle ? La pièce s'appelle L'indiscipline et elle parle du monsieur Jean-Martin Charcot, le neurologue célèbre, le père de la neurologie française. Et c'est vous qui l'interprétez ? Exactement, oui, c'est moi. Et ça parle un peu d'une obsession qu'il avait à trouver la lésion qui était selon lui responsable pour l'hystérie. Mm-hmm. L'hystérie chez les femmes, puisque c'était les femmes qui étaient concernées. Mais aussi chez les hommes. Mais aussi les hommes. Il y avait des hystériques masculins. On en a un d'ailleurs dans notre pièce. Dans votre pièce. Parce que c'est vrai que c'est souvent associé aux femmes. Bien sûr. Oui. C'est vous qui jouez, pour le coup, une femme hystérique ? Moi, je joue Blanche Wittmann, un personnage qui a aussi vraiment existé. Elle était connue comme la diva hystérique de Paris, à l'époque. Elle était un peu un des élèves préférés de Charcot. Elle était très ambitieuse. Elle était très émotionnelle. Elle adorait aussi être probablement un peu le centre d'attention. Et c'est souvent sur elle qu'on présentait les méthodes. Et on l'utilisait un peu aussi pour la présenter au public. Et en fait, l'enjeu de la pièce, c'est que, la pièce se passe pendant les leçons du mardi, comment on les a appelées. Où Charcot invitait le public pour assister à ces méthodes. Où Charcot a invité le crème de la crème de Paris pour observer ces patients dites hystériques. Et il y a aussi une sorte de Cluedo dans la pièce. Il y a un peu de mystère, il y a une patiente qui disparaît, il y
il y a une arme qui disparaît et les docteurs essaient de trouver la vérité de ce qui s'est vraiment passé la nuit dernière. Donc oui, c'est un peu détective et aussi mystérieux. Il faut mentionner aussi que c'est inspiré par des faits réels. Vous avez fait des recherches justement pour écrire cette pièce? Oui, nous sommes que des acteurs. Nous n'avons pas écrit la pièce, mais les auteurs, Ariel, Pierre et Michael ont fait beaucoup de recherches. Oui, ils se sont inspirés des bouquins, du film Le bal des folles aussi, je pense. Ouais. On n'est pas à Avignon, on est à Prague. Et 3 représentations sont prévues à Prague dans le cadre notamment des journées de la francophonie. C'est plutôt pas mal en fait, parce que du coup vous allez jouer en français pour le coup, de nouveau. On va jouer en français de nouveau, ce qui est merveilleux parce que c'est vraiment un événement spécial. Je veux juste mentionner qu'on n'est pas dans le programme des journées de la francophonie. C'est pendant le même mois, mais on n'est pas dans le programme officiel. Mais par contre, on est dans le programme officiel du Festival de la santé mentale Narlavou. C'est un festival tchèque, qui s'appelle Narlavou, qui est justement qui relie la santé mentale et l'art. On est très fiers de faire partie de ce festival. C'est une grande responsabilité aussi. Oui, le festival se passe du 6 au 8 mars. Et donc, vous allez interpréter ça en français. Pour les Tchèques, il y aura des sous-titres. Les sous-titres tchèques. Oui, bien sûr. Sur-titres, pardon. Sur-titres. Sur-titres tchèques. C'est toi d'ailleurs qui a traduit cette fois-ci la pièce. C'est pas moi qui a traduit, c'est Michael qui a traduit en fait. C'est Michael qui a traduit. Okay, heureusement. Bon. Et vous n'aviez pas pensé éventuellement carrément la traduire en entier et le jouer en tchèque, ou c'était trop compliqué? Du coup, faudrait remplacer la majorité des acteurs. Parce que c'est que nous deux, des 5 acteurs qui parlent tchèque. Quel retour vous aviez eu d'ailleurs après Avignon? Les retours étaient en majorité très bien. Et en fait, le meilleur retour que moi j'ai eu, c'est que c'est quelque chose de tellement différent de ce qu'on peut voir à Avignon. Et moi, je trouve que c'est un des meilleurs feedbacks qu'on aurait pu avoir, que les gens étaient vraiment... Ça rentre pas dans les cases traditionnelles du spectacle à Avignon. Et on a... Aussi, il faudrait mentionner, on a pris la pièce à Londres, où on l'a jouée 2 fois. Et là encore, c'était quelque chose de différent. Le public, il diffère à chaque fois. On peut même dire que presque à Londres, les réactions étaient différentes à certains blagues, à certains types d'humour. Et là, on a très hâte de le jouer en République tchèque parce que c'est un pays qui est marqué par l'humour très noir. Et on pense que le public tchèque va encore peut-être s'amuser et profiter différemment que peut-être le public classique d'Avignon. Donc on a très hâte de voir comment ça va être reçu par le public tchèque. Oui, mais les retours étaient toujours très positifs, parlant de la pièce, comment ça combine l'histoire scientifique et le burlesque. Ils ont parlé beaucoup de la musique de Nathan Sodek, qui était vraiment formidable et évoquante. Le style de jeu, mon frère, il laisse son âme sur la scène. Charcot. Oui. C'est impressionnant. Je deviens Charcot. Ce qu'il fait sur scène, c'est vraiment ça ne cesse pas d'impressionner moi, le public en tout cas. Daniela, elle est sublime aussi. Le reste des acteurs aussi, c'est vraiment. Et aussi pour moi, c'était un peu la première fois où je joue une pièce où pendant Avignon même, on a continué à la changer, à la transformer au fur et à mesure. On a appris que quelque chose peut-être ne marche pas. Et du coup, on a adapté. Oui, et c'est la première fois que vraiment j'ai travaillé comme ça, que c'était Work in progress constant. Et même maintenant, on arrive à Prague et on a commencé les répétitions hier et on retrouve de nouvelles choses sur ces personnages qu'on a déjà joué au moins 40 fois ou quelque chose comme ça. Mais ça évolue chaque jour. Ça continue. Et c'est très important ça en fait dans l'art, je pense, parce qu'il y a cette possibilité d'évolution. Vous mentionniez Nathan Sodek. Alors pour ceux qui suivent Radio Prague International, ils sauront qu'on l'a interviewé aussi il y a quelques années sur sa famille, sa propre vie. C'est lui donc qui est chargé de la musique. C'est de la musique en live pendant la pièce, c'est ça? Oui, exactement. C'est assez spécial. On voit pas ça toujours. Chaque nuit, pour chaque spectacle, il change un peu la musique. Donc c'est de l'improvisation à chaque fois en ayant une base en fait. Il y a une base, mais il adapte à chaque fois. Oui, il utilise des voix humaines. Qui ont été pré-enregistrées, bien sûr. Oui.
il adapte le volume, pardon. Comment C'est pas juste ça. Ouais. On n'est pas expert de sa musique, mais il travaille vraiment beaucoup sur ça. Il collabore beaucoup avec le metteur en scène, Ariel de la Garza. Et c'est la même chose qu'avec les acteurs. Sa musique est comme un autre personnage de la pièce, presque. Et on le sait très bien, parce que quand on répète et s'en atteint, il y a quelque chose qui manque et on se l'est dit, genre, il y a un petit quelque chose, ça va pas encore pendant les répétitions. Puis Nathan vient et on est comme, ok, c'est là. Oui, okay. Là, on est complet. Avec sa musique, on est immédiatement plongé dans l'atmosphère qui est vraiment... La musique, elle est parfaite pour la pièce. En fait, ça fait plonger et les acteurs et les spectateurs dans le cœur de la pièce. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire les dates, les lieux ? Oui, on joue les 8, 9 et 13 mars au théâtre Venuše Vešverovce, Slavíkova 22, Prague 3. À 20h. À 20h. Et la billetterie est sur Go Out, sur la page des événements de l'Institut français aussi, et sur la page du théâtre Venuše Vešverovce. On aimerait tous vous inviter. Je pense que c'est vraiment une super belle occasion de voir du théâtre français à Prague, ce qui n'arrive pas souvent. Donc, on serait honorés de vous inviter et de vous recevoir parmi notre public. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Daniela Hirsch et Raphaël Ruiz. Merci beaucoup. Merci. Merci. On parle maintenant littérature sur Radio Prague International. C'est le projet de ma vie, dit l'écrivain et cinéaste Martin Ryšavý à propos de son intérêt pour la Sibérie et plus précisément pour la toundra et ses habitants. Cet intérêt profond pour cette région lointaine, austère et d'un accès extrêmement difficile lui a donné la matière pour écrire 3 livres, dont le dernier, signé donc Martin Ryšavý, est intitulé Tundra a smrt, en français, la toundra et la mort. Cette rubrique littéraire a été préparée et vous est présentée, comme d'habitude, par Václav Richter. Rencontre littéraire. C'est le projet de ma vie, dit l'écrivain et cinéaste Martin Ryšavý à propos de son intérêt pour la Sibérie, plus précisément pour la toundra et ses habitants. Cet intérêt profond pour cette région lointaine, austère et d'un accès extrêmement difficile, lui a donné la matière pour écrire 3 livres, dont le dernier est intitulé Tundra a smrt, la toundra et la mort. Cinéaste, scénariste et pédagogue, Martin Ryšavý est l'auteur de toute une série de films documentaires et ethnographiques, mais ce qui lui a permis de s'imposer vraiment sur la scène culturelle tchèque, c'est en 2008 la publication de son livre Cesty na Sibiř, Voyage en Sibérie, livre couronné du prestigieux prix Magnesia Litera. La Sibérie et ses habitants sont également le thème central de son livre La toundra et la mort, qui retrace une expédition dont le premier objectif était de tourner un film documentaire sur les ours polaires. Martin Ryšavý avoue cependant que ce n'était pas la véritable raison de ce voyage. By bylo jasný, že s mojí kamerou a s mojí výbavou a s mými financemi nemůžu natočit. Il était évident qu'avec ma caméra, avec mon matériel et avec mes moyens financiers, je ne pouvais pas réaliser un film documentaire sérieux sur la vie des ours qui serait comparable aux travaux des grandes chaînes de télévision d'aujourd'hui.
Depuis le début, ce n'était donc qu'un prétexte pour me rendre dans cette région qui m'intéresse depuis longtemps, mais ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les gens, tandis que mon intérêt pour les ours n'est que secondaire. Dans ce récit autobiographique, l'auteur nous amène dans les régions arctiques presque inhabitées parce que la vie dans ces conditions climatiques est extrêmement difficile. L'objectif du voyage sont les îles Medvieji, les îles des ours, archipel de 6 îles situées près de l'estuaire de la rivière Kolyma dans la mer de Sibérie orientale. Avant l'effondrement de l'Union soviétique, se trouvait sur une de ces îles une station météorologique. Ces baraquements abandonnés depuis longtemps peuvent cependant encore servir d'abri aux membres de cette expédition insolite composée d'un cinéaste tchèque et de quelques hommes de Sibérie. L'auteur raconte son voyage, mais y ajoute aussi beaucoup d'épisodes de sa vie et de la vie de ses protagonistes, ainsi que la réflexion que cette expérience suscite dans son esprit. C'est ainsi qu'il explique les spécificités de sa narration qui n'a rien de linéaire. Le texte semble plein de digressions, mais ce n'est qu'une apparence. Cette narration est toujours entrecoupée par des passages sur l'avenir et les faits que je décris sont donc confrontés avec ce qui va arriver. Le récit est donc constitué par de nombreux allers-retours qui obéissent à un algorithme constant, mais ce n'est pas assez évident pour qu'on s'en rende compte tout de suite. Dans le texte, il y a des alinéas, mais il n'y a pas de chapitre et ce livre est donc comme un spaghetti interminable qu'on n'arrive pas à couper et cela est fait exprès parce que je voudrais tenir le lecteur en haleine et lui donner envie de ne pas abandonner sa lecture jusqu'à la fin du livre. La mort rôde autour des participants à ce voyage entrepris avec des moyens de transport assez vétustes et rendu extrêmement difficile par le froid terrible, les tempêtes de neige et les situations imprévues. Mais l'omniprésence de la mort développe chez ces gens une volonté de résistance et une énergie vitale qui leur permet de surmonter même des épreuves en apparence insurmontables. Le récit de ces aventures est entrecoupé par des souvenirs, des réflexions et des expériences de l'auteur, ce globe-trotter, cinéaste et écrivain qui revient sur les aspirations et les objectifs de sa vie, qu'ils soient accomplis ou non. Il constate que son état d'esprit a été influencé par la monotonie extrême des paysages de la toundra. C'est un espace qui ressemble un peu à la mer. Je dirais même que c'est le genre de paysage qui évoque le vide infini qu'un cosmonaute peut trouver en orbite où il n'y a rien aussi loin qu'on puisse regarder. Sur la Terre, il y a toujours quelque chose où le regard ou une pensée peuvent s'accrocher. Mais de tous les paysages terrestres, la toundra est la plus proche du vide de l'espace cosmique et l'homme y éprouve, même sans le souhaiter, un penchant pour la méditation. Évidemment, les dimensions quasi cosmiques du paysage ne peuvent pas cacher les problèmes et les maux de cette région de la fin du monde et de sa population. L'auteur évoque entre autres le dégel du pergélisol, permafrost, cette couche de glace sur laquelle repose toute la Sibérie et qui fond progressivement à cause du réchauffement climatique, ce qui risque non seulement d'ébranler la Sibérie, mais aussi de provoquer une catastrophe à l'échelle de la planète. Et l'auteur donne également quelques exemples de la bureaucratie et de la corruption qui font partie intégrante de la vie des habitants de la Sibérie et ne cache pas non plus leur conviction qu'une guerre entre la Russie et l'Occident est inévitable. Ces visites répétées de ces deux régions lui permettent aussi de faire une comparaison entre les différentes périodes de son évolution récente. Il constate: Když přijedete do těchto krajin, tak vidíte pořád to samé.
Quand vous arrivez là-bas, vous voyez toujours la même chose et c'est là quelque chose déjà d'inquiétant. On s'imagine qu'une société vivant en paix doit évoluer, que la situation matérielle des gens doit s'améliorer. Mais cette périphérie de la Russie ne change presque pas, ce qui est typique pour cette région et qui n'apporte rien de positif pour ses habitants. C'est pourquoi beaucoup de jeunes gens partent faire la guerre pour gagner de l'argent. Et c'est affreux parce que d'un côté, ils tuent et d'autre part, ils se font tuer. Et comme ils font partie de petites minorités ethniques, cela réduit encore le nombre des membres de ces minorités et l'on peut dire que c'est une véritable tragédie. Martin Rychawik dit que son intérêt pour cette périphérie de la Russie est celui d'un chercheur qui écrit néanmoins des romans parce qu'il n'arrive pas à rédiger des textes scientifiques. Dans le rôle de chercheur, il se sentirait comme un charlatan. Le lecteur sent à chaque page de son livre une profonde sympathie pour ces gens qui vivent au bout du monde. Ils partagent leur vie difficile, ils s'efforcent de comprendre leur état d'esprit et cherchent à éveiller leur confiance. L'œuvre qui en résulte est donc un portrait original et haut en couleur de la Sibérie, de ses habitants et aussi de son auteur, qui a inséré beaucoup de sa vie intime. Son livre est présenté officiellement comme un récit de voyage, mais il avoue que le véritable genre de ce texte est bien différent. Je crois que ce livre peut être caractérisé comme un roman. Dire que c'est un récit de voyage n'est qu'un appât pour attirer les lecteurs qui aiment ce genre de littérature. Et puis on referme cette émission avec une exposition retraçant les 90 ans d'histoire de Radio Prague International, une exposition qui se tient actuellement à la galerie Vinohradska 12 dans le bâtiment historique de la Radio tchèque. Ouverte mardi dernier, cette exposition restera ouverte au public jusqu'au 26 mars. Mais alors que d'importantes coupes budgétaires ont été annoncées par le nouveau gouvernement et que l'avenir des émissions internationales de la Radio tchèque apparaît particulièrement incertain, ce 90e anniversaire pourrait bien aussi être le dernier. Welcome to Czech Radio. Bienvenue, soyez la bienvenue à la Radio Tchèque. Bienvenido à la Radio Tchèque. Herzlich willkommen bei Tschechischem Radio. C'est dans les différentes langues que Radio Prague International diffuse actuellement ses émissions, soit le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, le tchèque et l'ukrainien, que René Zavoral, le directeur de la radio tchèque, a accueilli la soixantaine d'ambassadeurs représentant de diverses institutions politiques et culturelles et autres chambres de commerce qui, mardi, en fin d'après-midi, ont assisté au vernissage d'une exposition appelée en tchèque Praha volá svět, 90 let veteru, en français Prague appelle le monde, 90 ans sur les ondes. Rozhlas zahraniční vysílání rozhlasu vzniklo tedy v roce 1936 a kdy vzniklo za doby právě první republiky. Les émissions en langues étrangères de la radio tchèque y sont présentées comme un organisme vivant qui, depuis leur première diffusion en 1936, alors pour lutter contre la propagande nazie, a évolué au fil du temps et des avancées technologiques, mais aussi au gré des aléas de l'histoire souvent mouvementée de l'ancienne Tchécoslovaquie puis de la République tchèque. Les visiteurs y découvrent également les premiers émetteurs et studios radio des années 1930, puis les grands bouleversements de la guerre et de tout l'après-guerre jusqu'à la rédaction numérique actuelle, et ce, comme l'a rappelé précisément René Zavoral. Zahraniční vysílání rozhlasu samozřejmě prošlo za to poslední období mnoha různými změnami. Les émissions en langues étrangères ont connu beaucoup de changements au fil de toutes ces années. Nous avons particulièrement craint pour l'avenir de la station lorsqu'elle a mis fin à sa diffusion en ondes courtes, qui était devenue coûteuse et inefficace en 2011 et que sa principale plateforme est devenue Internet. Mais Radio Prague International a rapidement établi une forte présence en ligne. Le site radio.cz a été l'un des tout premiers sites d'information en ligne en République tchèque, créé avant même que la radio tchèque elle-même ne s'installe sur Internet.
načetl podkladové materiály a fakt jsem to netušil, se přiznám, tak reakci snad nemáme pouze ze Severní Koreje, z Tuvalu a z Kuby. Et aujourd'hui, Radio Prague International est un véritable service multimédia qui comprend un site web, des podcasts, des réseaux sociaux, des vidéos et beaucoup d'autres choses encore. Je suis fière du fait que le site de Radio Prague International attire chaque année quelques 8 millions de visiteurs car c'est un outil très efficace pour promouvoir l'image de la République tchèque à l'étranger, pour sensibiliser les dirigeants d'entreprises et les touristes et qui, plus généralement, sert de grande plateforme culturelle. Republiku, potenciálních turistů a stejně tak samozřejmě úžasnou kulturně uměleckou platformu. En plus de montrer des scénarios originaux des émissions, diverses photos d'archives, des coulisses techniques et des exemples de grilles de programmes de diverses époques dans de multiples langues, ainsi que des portraits des journalistes qui se sont tenus devant le micro lors de moments historiques clés du pays. L'exposition vise aussi à attirer l'attention du public sur l'histoire et l'existence d'un service de la radio tchèque, d'abord destiné à l'étranger et du coup souvent mal connu des Tchèques. Mais l'exposition présente aussi Radio Prague International sous sa forme moderne avec des visuels de podcasts, des extraits du site internet et des projets multimédia ou encore des extraits audio de documents d'archives ou d'émissions récentes. Autant de services dont profitent également, comme de nombreux autres diplomates en République tchèque, l'ambassadeur de France à Prague, Stefan Krouza. Stéphane Krouza est présent mardi parmi les nombreux invités. Je suis très heureux d'être ici pour le 90e anniversaire de Radio Prague International. Radio Prague International diffuse dans plusieurs langues, 6 langues en plus du tchèque, dont le français. Et donc je suis très heureux que le français fasse partie de ces langues. Et je dois dire que j'en profite moi-même parce que très souvent, quand je me balade sur Internet, je cherche des informations sur une actualité tchèque, pas forcément immédiate, mais parfois plus ancienne. Je tombe sur des articles de Radio Prague International, j'écoute aussi ces émissions. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, pour mon travail ici. Et je sais que c'est très important aussi pour beaucoup de gens dans le monde entier. De même que nous avons Radio France Internationale qui diffuse dans le monde, en Afrique et partout. Vous avez, vous, cette merveilleuse radio qui permet à des gens qui connaissent mal la Tchéquie de découvrir votre pays. Et donc, je vous souhaite une longue vie. Reste que ce 90e anniversaire de Radio Prague International pourrait bien être le dernier. Bien que produite par la radio tchèque, le financement des émissions en langues étrangères est en effet à la charge de l'État tchèque. Or, en février dernier, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Petr Matšinka, a annoncé qu'il souhaitait réduire d'environ un quart le montant du budget alloué à Radio Prague International pour 2026, avant de cesser tout financement à compter de janvier 2027. Et même si jusqu'à présent aucune décision n'a encore été prise officiellement, cette menace existentielle, comme s'en est récemment émue l'organisation Reporters sans frontières, signifierait très probablement la disparition de Radio Prague International. This is Radio Prague. En attendant, dès cet été, Radio Prague International retracera plus concrètement encore ses 90 ans d'émission dans une série spéciale mettant en lumière les événements les plus marquants de son histoire. Disponible actuellement en tchèque sur la station Plus de la radio tchèque, cette série sera disponible en français également, et ce, quand poindra à l'horizon le grand début de ces émissions en langues étrangères. C'était le 31 août 1936. Jak vznikla a jak se v průběhu 90 roků obracela na své posluchače, to se dozvíte v seriálu 90 let v éteru. Voilà, c'est la fin pour ce samedi du programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt avec de nouveau l'actualité tchèque ou la culture tchèque dans vos oreilles, par exemple dès ce dimanche avec notre habituelle rubrique musicale. Voilà, très bon dimanche à toutes et à tous et à très bientôt. Ahoj.